Alors, en manchette aujourd'hui, Véronique Yvon croit qu'on peut faire plus pour les apprenants à distance et Lavaltrie atteint 100 tests positifs. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 15 mai. Alors on débute avec la COVID-19 et la conférence de presse du premier ministre du Québec, François Legault, qui était à Montréal aujourd'hui pour une deuxième journée de suite. Il a encore une fois parlé des masques, les fameux masques, et il a rappelé qu'il recommande fortement de porter le masque dans les transports en commun, de le porter aussi dans les quartiers chauds, pour aller faire des achats et partout où le 2 mètres de distance est difficile à respecter. Le premier ministre a dit ne pas exclure de le rendre obligatoire dans les transports en commun un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est encore fortement recommandé. Et d'ailleurs, Québec poursuit le travail afin d'aider la Ville de Montréal et les sociétés de transport de la grande région de Montréal à pouvoir fournir des masques non chirurgicaux, lavables et réutilisables aux gens qui n'ont pu s'en procurer ou s'en fabriquer. Par ailleurs, le premier ministre a précisé que tous les employés des CHSLD sont en train d'être testés pour vérifier s'ils sont porteurs de la COVID-19, même ceux qui ne présentent pas de symptômes. Le premier ministre est aussi revenu sur l'annonce d'hier concernant la fermeture des écoles primaires jusqu'à la rentrée prochaine dans la grande région de Montréal, ce qui inclut les MRC de l'Assomption, des Moulins et la MRC de Joliette dans la Naudière. Le premier ministre a dit s'attendre à ce que les enseignants offrent une prestation de travail complète, même si les écoles sont fermées. Il doit y avoir un suivi à distance des enfants pour qu'ils puissent continuer d'apprendre. C'est très important à souligner le premier ministre. Et il y a d'ailleurs un bulletin qui sera produit d'ici la fin de l'année par les professeurs concernant la progression des élèves. Et le premier ministre a remercié les parents pour leur patience dans le contexte avec leurs enfants à la maison depuis plusieurs semaines. Le premier ministre est aussi revenu sur les coupures des dernières années dans le système de santé. François Legault a dit vouloir ajouter des ressources pour la prévention des infections dans les établissements du réseau de la santé. Certains de ces postes ont été coupés dans les dernières années et il a promis qu'il y aurait des embauches de fait en ce sens. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 3 401 décès reliés à la COVID-19 au Québec. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 1 822 personnes qui sont hospitalisées en raison du coronavirus, dont 191 qui se retrouvent aux soins intensifs. La région de la Naudière compte maintenant 3 165 tests positifs à la COVID-19. Parmi ceux-ci, il y en a 229 qui proviennent de la MRC d'Autrey. Et tel qu'indiqué en manchette, Lavaltrie a atteint le cap des 100 tests positifs. C'est la municipalité qui compte le plus de cas dans la MRC d'Autrey. La deuxième municipalité la plus touchée, c'est de nouveau Lanoraie, avec maintenant 57 tests positifs. Pour ce qui est de la ville de Berthier, eh bien, ça se maintient, toujours 20 tests positifs. Ça fait quelques jours, c'est au chiffre 20. Saint-Ignace-de-Loyola a maintenant 11 cas. Dans la Naudière, il y a 40 personnes qui sont présentement hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 11 qui se retrouvent aux soins intensifs. Et nous passons maintenant à notre première pause. À la maison, en situation de maltraitance. Certaines personnes malhonnêtes pourraient profiter de cette situation pour mettre en place des arnaques financières ou des messages frauduleux. Si vous pensez être victime de maltraitance, qu'elle soit financière, physique ou psychologique, appelez la ligne Aide Abus Aînés. Ils sont là pour vous aider, parce que parler à quelqu'un de confiance, c'est ça aussi, se protéger. Merci aux travailleurs, travailleuses, bénévoles et personnes impliquées. D'une maison des jeunes à un centre d'action bénévole, d'un groupe de défense collective des droits à un organisme d'alphabétisation, d'un média communautaire à un centre de femmes, vous faites une grosse différence pour les organismes communautaires autonomes lanaudois en ce temps de pandémie. Au sein des 199 groupes membres de la Troquelle, la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, ces derniers représentent 1 200 travailleuses et travailleurs et environ 25 000 bénévoles. L'Action communautaire autonome,
pour un monde qui nous ressemble. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce vendredi 15 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gisèle Lavallée et Nicole Coulombe, alors que l'équipe de CTRB souhaite bonne fête à l'abbé Claude Sauvageau et Thérèse Lassalle. Et maintenant, pour la fin de semaine qui vient, là, samedi le 16 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Normand Lachapelle et Christian Valois, alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souligne l'anniversaire d'Anne Parent. Dimanche, le 17 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Rita Valois, Marie-France Courchaine et Michel Barrette. Et pour ce lundi férié du 18 mai, il n'y aura pas de bulletin lundi, alors on l'annonce tout de suite, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Grégoire Simoneau, Constant Valois, Denis Rochette et Christine Prézot. Alors, c'était les anniversaires pour aujourd'hui et la longue fin de semaine. Maintenant, la députée de Joliette et porte-parole du Parti québécois en matière d'éducation, Véronique Yvon, demande au gouvernement du Québec d'en faire plus pour les élèves du secondaire qui doivent se contenter de l'école à la maison par Internet depuis plusieurs semaines. Et on sait qu'hier, le premier ministre Legault, là, on en parlait tout à l'heure, a annoncé que pour la grande région de Montréal, les écoles primaires resteront aussi fermées jusqu'en septembre, ce qui touche les écoliers des MRC de l'Assomption, des Moulins et de la MRC de Joliette dans la Nausière. Alors, les propositions de Véronique Yvon peuvent aussi largement s'appliquer pour le primaire, a-t-elle précisé sur les médias sociaux depuis notre entretien qui a été réalisé hier en après-midi. Alors, je lui ai d'abord demandé ce qu'elle réclame ou propose au gouvernement pour les écoliers qui doivent faire l'école à la maison par Internet. On écoute l'entretien qu'elle nous a accordé. On demande vraiment au gouvernement de se préoccuper davantage de la situation des jeunes du secondaire. On sait que quand le gouvernement a annoncé la réouverture des écoles primaires, il a beaucoup insisté sur comme raison de procéder à la réouverture, des motifs liés à la santé mentale des enfants. Or, si c'est important pour les enfants, c'est certainement tout aussi important, sinon plus, pour les adolescents qui, on le sait, à l'adolescence, vivent une période vraiment charnière de transformation, de questionnement, où la socialisation est extrêmement importante, où l'isolement peut comporter d'importants risques. Donc, on lui demande d'avoir beaucoup soin des jeunes du secondaire en créant des escouades d'intervention et de suivi pour la santé psychologique de nos jeunes, donc en santé mentale. Ce sont des escouades qui pourraient donc intervenir avec des psychologues formés, des travailleurs sociaux au besoin, pour vraiment pouvoir soutenir les jeunes qui pourraient avoir des vulnérabilités plus importantes, vivre de la détresse, des remises en question, des crises de toute nature. Et on pense que ces escouades-là pourraient être alertées autant par les équipes écoles qui peuvent être en contact à cause de raisons, là, pour des raisons pédagogiques avec les jeunes, comme aussi être alertées par des proches, par des membres de la famille qui pourraient s'inquiéter d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur. Donc, on pense que c'est vraiment une mesure importante à mettre de l'avant pour la santé psychologique des adolescents. Il ne faut pas minimiser ça comme facteur important là, pour leur développement. Puis, d'un point de vue pédagogique, bien, ce qui nous apparaît essentiel, c'est de ne pas abdiquer. On sait à quel point il y a des jeunes qui sont démotivés en ce moment parce que les premiers messages du ministre de l'Éducation ont été très ambivalents pour le moins. Il a d'abord dit qu'il y avait une période de vacances, qu'il n'y avait pas de stress à y avoir, pas d'attente d'études au début. Par la suite, c'est revenu, mais de manière facultative. Donc, c'est sûr que ce n'est pas toujours les plus grands incitatifs quand vous recevez votre plan de cours, puis ça dit votre plan de travail pour la semaine facultatif. Et là, bien, soudainement, là, depuis cette semaine, depuis l'annonce du retour du primaire, bien, c'est obligatoire. Donc, c'est certain qu'il y a eu beaucoup de messages contradictoires. Alors, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de valoriser l'école, de faire ressortir à quel point c'est essentiel, mais de vraiment déployer des mesures particulières d'accompagnement avec des professionnels comme des orthopédagogues et des éducateurs spécialisés quand il le faut, pour accompagner de manière beaucoup plus suivie,
intense, autant en nombre de jeunes qu'on pourrait accompagner qu'en intensité du nombre de rencontres virtuelles, particulièrement pour les élèves qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Et vous avez aussi une pensée pour ceux qui ont un accès à la technologie plus difficile? C'est certain qu'il y a une grande préoccupation aussi à partir du moment où on parle de l'apprentissage à distance. Et le ministre Roberge lui-même a fait la distinction en disant on ne parle pas d'école à la maison, mais on parle vraiment d'enseignement et d'apprentissage à distance. Bon, ben dans ce cas-là, il faut être en mesure de fournir tous les outils technologiques qui sont requis pour que les jeunes puissent véritablement continuer à apprendre à distance. Or, on le sait que tout le monde n'est pas égal par rapport à ces outils technologiques-là. Alors, on demande tout simplement au gouvernement de s'assurer que chaque jeune qui n'a pas accès, que ce soit à un ordinateur ou à une tablette électronique, soit parce qu'il n'y en a pas dans sa famille à faible revenu, soit parce qu'il y en a un ordinateur, mais c'est le grand frère ou la grande sœur ou le parent qui est en télétravail qui le monopolise la plupart du temps, que tous ces enfants-là, tous ces élèves-là puissent avoir accès à un tel outil. Et comment doit-on se préparer pour le mois de septembre et le retour de tous avec la distanciation sociale? Il reste d'avoir un problème de locaux. C'est sûr que c'est un énorme enjeu. Disons que les messages qui ont été envoyés un peu contradictoires hier entre le ministre de l'Éducation, aujourd'hui le premier ministre, le ministre de l'Éducation qui disait que c'était un des scénarios de ne pas pouvoir reprendre l'école secondaire à l'automne. Le premier ministre aujourd'hui a essayé de tempérer ça. Mais le fait est que il faut s'assurer que oui, on peut respecter les consignes de la santé publique, mais qu'on peut maximiser aussi les apprentissages. Et nous, on n'est pas d'avis là, que les jeunes du secondaire vont pouvoir faire des mois et des mois sans présence physique, tout en restant pleinement motivés pour leurs apprentissages. Alors, on sait qu'en ce moment, il y a notamment des enjeux logistiques importants de locaux, de personnel aussi, parce que le gouvernement fait le choix d'un retour à temps plein des élèves, malgré qu'on doit réduire de beaucoup les groupes, ce qui demande plus de locaux et plus d'enseignants et d'enseignantes. Donc, ce qu'on lui demande, c'est d'envisager la possibilité que l'école en classe, là, physiquement, puisse se faire à demi-temps. Donc, soit des demi-semaines, soit des journées alternées, soit des demi-journées. On l'avait proposé comme option, pas de l'obliger, mais dans les régions, dans les milieux où on ne peut pas arriver parce qu'on manque trop de locaux ou d'enseignants, que ce soit une possibilité et que pour la balance du temps, les élèves puissent faire des apprentissages à distance, du travail plus autonome, mais que tout le monde ait au moins de la présence en classe. Et donc, ça permettrait autant que ce soit possible pour le primaire que le secondaire, puisque les écoles secondaires ne seraient plus réquisitionnées par les écoles primaires qui débordent avec les nouvelles règles de la santé publique de distanciation et de réduction de la taille des groupes. Jusqu'à maintenant, malheureusement, le ministre Roberge a montré une fin de non-recevoir, mais on pense que c'est quelque chose qui va assurément devoir être mis de l'avant si les écoles secondaires, bien entendu, reprennent du service en septembre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter par rapport à l'éducation avant que j'aborde un autre sujet? Non, je pense qu'il y a un message fondamental qui doit être passé par le gouvernement, c'est que d'une part, l'école, c'est important, c'est pas facultatif. Et deuxièmement, qu'il va déployer tout ce qu'il faut, des budgets supplémentaires pour des orthopédagogues, pour des suivis plus intensifs, parce que ce à quoi on assiste en ce moment, c'est complètement paradoxal. On voit beaucoup de jeunes qui n'ont pratiquement plus de suivi de leurs orthopédagogues ou de leur orthophoniste ou de l'éducateur spécialisé, alors que ces interventions-là ne devraient pas baisser, mais plutôt augmenter, être accentuées pour les jeunes qui en avaient déjà et devraient même être élargies pour beaucoup d'autres jeunes qui, malheureusement, n'avaient pas ces services-là, mais qui, dans les circonstances actuelles, en auraient besoin. Donc, ça prend un coup de barre. Il va falloir que le gouvernement dégage vraiment des sommes et surtout qu'il montre à quel point il est préoccupé et qu'il va diversifier les moyens d'intervention s'il le faut.
Cela dit, Mme Yvon, en terminant, là, nous avons des auditeurs dans la région de Joliette. On a des gens aussi du coin ici qui vont travailler dans la MRC de Joliette. Vous êtes député de Joliette. La situation de la COVID est très préoccupante. C'est une zone chaude dans la Naudière. J'imagine que vous suivez de près l'évolution de la contagion dans la MRC de Joliette. Oui, je suis de très, très près l'évolution de la situation. Évidemment, on a vu la semaine dernière avec la décision qui a été prise par la direction régionale de la santé publique de reporter l'ouverture des écoles dans la MRC de Joliette, contrairement à ce qui se fait, par exemple, dans Dautrey, Matawini et Montcalm, que la situation n'était pas sous contrôle. Il y a eu une hausse importante au cours des dernières semaines du nombre de cas dans Joliette. On sait qu'il y a eu des foyers d'éclosion, notamment à la prison de Joliette, notamment dans certains CHSLD ou résidences pour aînés. Et c'est certain que les travailleurs, les employés qui sont là, plusieurs ont été contaminés. Et avant qu'ils le sachent, bien, c'est des gens qui se sont déplacés. Donc, Dr Richard Lessard, qui est directeur régional de la santé publique, nous expliquait ça, à quel point c'est évident qu'à partir du moment où tu as des lieux fermés, les travailleurs, bien entendu, continuent, eux, à devoir se déplacer. Et ça a pu contribuer. Et on voit qu'il y a une transmission communautaire maintenant assez significative qui se situe à peu près au même niveau que le sud de la Naudière. Et c'est pour cette raison que la décision a été prise. Je pense que c'est quand même rassurant, même si évidemment on est toujours ambivalent parce que les gens sont divisés par rapport à ces enjeux-là. On n'est pas tous des experts en santé publique, mais je pense que justement, c'est rassurant de voir qu'on a la situation bien à l'œil, que quand il y a un coup qui doit être donné, puis un changement de cap qui doit être enclenché, on le fait. Et c'est ce à quoi on a assisté la semaine dernière. Mais je comprends qu'il y a des mesures importantes de dépistage qui sont déployées. On insiste beaucoup là-dessus, de hausser le nombre de tests. Et c'est vraiment en train d'augmenter significativement dans la Naudière et notamment dans la MRC de Joliette pour reprendre le contrôle rapidement. Dans les tout derniers jours, il semble y avoir eu une petite baisse du nombre de cas. Donc, on va espérer que ça va rester comme ça parce que la situation, quand on regarde les chiffres, la situation est très inquiétante à Joliette. On est dans des taux d'environ 750 à 800 cas par 100 000 habitants, alors que les régions de Laval et de Montréal se situent entre 900 et 1000. Donc, on n'est pas si loin et on est beaucoup au-delà de la moyenne de la Naudière, à peu près à des taux qui ressemblent au sud. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre les mesures qui s'imposent quand il le faut. Quand vous parlez de mesures, est-ce que le port du masque à Joliette est recommandé? Ah, clairement. Moi, hier, j'ai même fait une publication sur ma page Facebook avec mon masque. J'invite tous les gens dans la MRC de Joliette, mais partout dans la Naudière, lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils doivent aller dans des lieux publics, faire leur épicerie, aller à la pharmacie. On demande toujours que ce soit encore pour ce qui est essentiel. Ce n'est pas le temps là, de se défouler dans le magasinage puis de faire la tournée tous les jours de tous les commerces. C'est important de se déplacer pour ce qui est requis. Et oui, de porter le masque en autant que possible, c'est fortement recommandé. Je le recommande fortement. C'est une mesure supplémentaire, donc il faut continuer à se laver les mains. Il faut continuer à garder notre distance de 2 mètres. Mais si ça peut aider à sauver des vies, à préserver la santé de centaines de personnes, je pense qu'on ne doit pas hésiter à mettre cette mesure-là. Puis d'ailleurs, il y a un site d'achat local du Grand Joliette. Il y a une page Facebook, donc les gens peuvent aller voir sur cette page-là. Il y a toutes sortes de petits commerces et de couturières qui s'affichent, qui font des masques à prix modique. Donc, il n'y a pas de raison de s'en passer. Alors, il y a de l'aide du fédéral pour les PME d'une valeur de 71,3 millions de dollars qui sera distribuée par le réseau des sociétés d'aide au développement des collectivités et des centres d'aide aux entreprises, alors les SADC ou CAE, selon les acronymes, un peu partout au Québec. Alors, l'aide pour traverser cette période de pandémie provient du Fonds d'aide et de relance régionale, le phare. Je sais, ça fait beaucoup d'acronymes. Alors, on promet que les efforts se concentreront à supporter les entreprises et les services de proximité, ainsi que les entreprises touristiques qui créent la dynamique économique de nos villes et villages en région. Alors, cette aide-là, elle prendra la forme de prêts à des conditions avantageuses, mais aussi sous forme d'aide
techniques ou d'expertise spécialisées dans des domaines tels que l'adaptation aux mesures sanitaires, le développement de plans financiers de continuité pour préparer l'avenir ou encore l'adoption des technologies pour le commerce en ligne. Alors, si vous pensez pouvoir être admissible, vous pouvez vous adresser à la SADC locale pour voir si cette aide peut être disponible pour votre PME. Maintenant, prévention des incendies. À l'aube du long congé de la Journée des Patriotes, la Société de protection des forêts contre le feu, la fameuse SUPFEUR, vous demande d'être prudent. Elle souligne que depuis le début de la saison, un nombre d'incendies plus élevé qu'à l'habitude a été enregistré, et ce, malgré l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert qui prévaut sur une bonne partie du territoire québécois. Et la SUPFEUR précise que la moitié des 142 incendies combattus jusqu'à présent par ces sapeurs-pompiers ont été causés par des résidents ayant perdu le contrôle d'un feu à ciel ouvert. Alors, encore une fois, mieux vaut avoir un pare-étincelle ou ne pas faire de feu à ciel ouvert en ce moment car l'indice d'inflammabilité est très élevé. Maintenant, avec le retour à l'école amorcé dans la MRC d'Autrey pour les jeunes du primaire, la protection est de mise pour les brigadiers et le respect du 2 mètres, comme en font foi ces deux photos envoyées par la Ville de Lavaltrie. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. À la maison, en situation de violence conjugale. Si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent. Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Alors contactez votre CLSC ou la ligne infosociale 811. Parce que penser à son bien-être, c'est aussi ça, se protéger. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 3 mai, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Guy Clément, époux de Sylvie Fafard de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Valérie Clément et son conjoint Charles Joly-Beauparlant, Patricia Clément et son conjoint Francis Murray, de même que sa petite-fille adorée Camélia Murray, sa mère, Mme Marie-Laure Désiel Feu Marc-André Clément, sa belle-mère, Mme Micheline Valois Feu Roger Fafard, de même que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Diane Clément, Chantal Clément, Gisèle Clément et son conjoint Denis Beauparlant, Francine Clément et son conjoint Jean Bissonneau, Louise Clément et sa conjointe Sylvie Sénécal, Sylvie Clément et son conjoint Michael Roberts, Martine Clément et son conjoint Jack Mellon, Hélène Clément et son conjoint Jocelyn Guévremont, Alain Clément et sa conjointe Joanne Fafard, Michel Fafard et sa conjointe Diane Mondor, Sylvain Fafard et sa conjointe Sylvie Saint-Pierre, Linda Fafard et son conjoint Jean-Marc Étier, Maryse Fafard et son conjoint Richard Chevalier, Carole Fafard et son conjoint André Lépine, Serge Fafard et sa conjointe Dany Ross,
Nathalie Fafard et son conjoint Stéphane Latour, de même que sa filleule Claude Étier, ses oncles, tantes, cousins, cousines, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Clément a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, accidentellement à Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 5 mai, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Micheline Bourgault, conjointe de Michel Roberge, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brandon. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Ève Bourgault-Roberge, Kim Bourgault-Roberge et son conjoint Patrick Lamoureux, Joey Roberge et sa conjointe Sophie Pellos, de même que ses petits-enfants, Sarah Kim, Maïka, Emma Rose et Jasmine. Elle laisse aussi dans le deuil sa mère, Mme Rita Lemelin, feu Patrick Bourgault. Laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Bourgault a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, le 6 mai, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Yolande Bonin, fille de feu Jean-Marie Bonin et de feu Marie-Reine Ducharme, demeurant à Berthierville et native de la Noraie. Elle laisse dans le deuil sa fille Josée Gadouri et son conjoint Jean-Lucien Lemire, son gendre André Durand, feu Michel Gadouri, de même que ses petits-enfants Catherine, Frédéric et Laurie, ses frères et sa sœur Hélène Bonin, Jean-Guy Bonin et sa conjointe Claire Généreux, André Bonin et sa conjointe Micheline Boisjoli, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et en raison des circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité de la famille proche. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Port-Romé, le 10 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Anaclète Lemire, époux de feu Hélène Dumont, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille Patricia Lemire, de même que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Jeanne Lemire, Muriel Lemire, feu Alfred Leboutier, Jean Lemire et sa conjointe Huguette Sylvestre, Cécile Dumont et son conjoint Martial Sarrazin, André Dumont, feu Ghislaine Moineau, Guy Lamarre, feu Jacqueline Dumont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Lemire a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Et maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 mai, à l'âge de 93 ans, est décédé M. André Blais, époux de feu Réna Barthes, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Robert Blais et sa conjointe Rita Bergeron, Carole Blais, Claudine Blais et son conjoint Jocelyn Plante, Nancy Blais et son conjoint Bernard Chaput, de même que ses petits-enfants Dominique et Jennifer Blais, Audrey et Marie-Pierre Plante, Marie-Philippe et Marc-Olivier Chaput, ainsi que leurs conjoints, de même que ses arrière-petits-enfants Geneviève, William, Michael, Zachary, Arthur, Charlotte, Émile, Louis-Jean, Romy et Clémence, son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Barthes et sa conjointe Denise Grégoire, Sylvie Barthes ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, vendredi soir, de la faible pluie est prévue avec un mercure de 11 degrés Celsius. Dans la nuit de vendredi à samedi, des bancs de brouillard sont prévus avec une température de 7 degrés Celsius. Et samedi matin, ciel variable et une température de 10. En après-midi samedi, nuageux avec éclaircies et 17 degrés. Dimanche, ciel variable et 18. Et je vous le dis pour lundi, puisqu'on n'a pas de bulletin lundi, vous pouvez prévoir votre fin de semaine. Lundi, nuageux avec éclaircies et 14. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous mardi pour un nouveau bulletin d'information régionale et excellente longue fin de semaine à tous nos téléspectateurs. Demeurez prudents, gardez un bon 2 mètres de distance et au plaisir de vous retrouver mardi.